Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En tant que rapporteur spécial du budget des Outre-mer, j'ai pris la mesure de l'ampleur des coupes annoncées. Ces réductions qui s'élèvent à 400 millions d'euros en autorisation d'engagement et 250 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à 2024 sont bien plus que des ajustements budgétaires. Elles sont une rupture avec l'idée même de solidarité, une rupture avec la promesse républicaine de protection et de justice pour tous. Ces chiffres que l'on nous présente comme des solutions d'économie, ce sont en réalité des armes silencieuses qui frappent nos enfants, nos malades, nos familles, nos plus vulnérables. Et c'est vous, Monsieur le Premier ministre, qu'il appartient, c'est à vous de décider si ces armes feront des victimes, si elles tueront des projets, des vies, des espoirs. Comment, dans un pays qui se revendique solidaire, accepter que près de 60% des élèves ne sont accueillis dans des bâtiments aux normes? Le plan séisme anti, censé garantir leur sécurité, est aujourd'hui réduit en peau de chagrin. Et ce n'est pas tout. La réduction des aides aux frais qui affecte avec l'accès aux biens de première nécessité va briser davantage l'accès aux biens. Oui, va briser davantage les épaules de nos populations qui luttent contre la vie chère, l'isolement géographique et l'inégalité. En coupant ces aides vitales, vous condamnez des milliers de familles à souffrir encore plus. Monsieur le Premier ministre, j'ai fait mon travail. J'ai interpellé vos ministres, ministres en charge des Outre-mer, ministres chargés du budget et des comptes publics. J'ai porté des amendements, j'ai mené un dialogue, mais aujourd'hui, la décision vous appartient. Vous êtes celui qui, en dernier ressort, devra faire le choix entre la solidarité que vous prônez ou l'indifférence qui tue. Vous êtes celui qui pourra, de gestes simples, décider si l'outre-mer sera encore une promesse de la République ou une terre abandonnée, sacrifiée sur l'autel de la comptabilité. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous défendre l'humain ou, en rétablissant juste les crédits, Madame la Présidente, la mission Outre-mer ou céder? Je vous remercie. Et la parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Baptiste. Monsieur le député, vous avez raison. Vous avez raison et je vous remercie, vous et l'ensemble des députés impliqués, pour le travail que vous avez fait, le fait que vous ayez pu dialoguer, je crois, de façon constructive et de qualité avec le ministre auprès du Premier ministre en charge des Outre-mer et avec moi-même. Permettez-moi, dans un premier temps, de rappeler le soutien exceptionnel à travers lequel nous accompagnons les territoires ultramarins, notamment ceux le plus en proie en difficulté que nous connaissons tous ici. D'abord, rappeler le soutien exceptionnel à la Nouvelle-Calédonie avec 1,4 milliard d'euros, ainsi que le soutien exceptionnel avec l'exonération de TVA pour les produits de première nécessité concernant la Martinique. Ce débat-là, nous l'avons eu ensemble lors du projet de loi de finances et bien entendu, je vous le confirme à nouveau. Mais en l'absence du ministre des Outre-mer aujourd'hui présent en Martinique, permettez-moi de vous dire également ce sur quoi nous voulons avancer en termes de préservation des crédits pour les territoires ultramarins. Tout d'abord, rappeler que la continuité territoriale, et nous avons eu ce débat ensemble il y a seulement quelques jours, doit être renforcée, notamment par les crédits de l'ADOM que nous voulons rehausser, en particulier pour compenser, vous le savez, la taxe sur les billets d'avion. Taxe sur les billets d'avion, je le rappelle à nouveau, qui, par définition, permettra de ne pas avoir une hausse liée au kilométrage, mais bien liée au fait que ce sont des territoires de l'Union européenne. Donc en ce sens, ce sera totalement préservé et neutralisé en termes de hausse de tarifs. Vous le savez, les collectivités territoriales sont également largement contribuable de l'effort de redressement des finances publiques. Ce ne sera pas le cas pour les territoires ultramarins, je vous le confirme à nouveau. Enfin, et c'est probablement le plus important dans votre question, la mission Outre-mer en deuxième partie de ce PLF. Je vous confirme, mais je laisserai le ministre en charge des Outre-mer vous le dire avec plus de précision, qu'il y aura une hausse substantielle pour se rapprocher le plus possible des crédits de l'année 2024. Je trouve l'intervention de Monsieur Wauquiez assez incroyable. D'abord parce que nous n'avons rien appris, il l'a déjà fait à la télévision, grillant la priorité au Premier ministre, mais aussi au Parlement. Et puis un petit peu surprise, Monsieur le Premier ministre, que vous repreniez des propositions de Monsieur Wauquiez qu'il faudra quand même bien vérifier parce que la première mouture, c'était de faire perdre 163 € aux petites retraites. Alors,
Ma question, Monsieur le Premier ministre, toujours vous. La COP29 s'ouvre à Bakou. C'est un non-sens tant sur le plan écologique qu'humanitaire, un an après le massacre des Arméniens du Haut-Karabakh. Il y a quelques jours, vous avez présenté le 3e plan d'adaptation au changement climatique. Il a le mérite d'exister, mais je crains qu'il n'ait pas le mérite de la faisabilité. Pourquoi ? Parce qu'il allonge la liste des déclarations, des constats, des études depuis des années, et c'est toujours le même écueil. Aucune codification, par exemple celle de l'érosion dunaire qui nous pénalise en Gironde. Pas d'outils juridiques supplémentaires pour faciliter la tâche des collectivités, mais surtout aucun financement structurant pour faire face à l'ampleur du changement climatique. D'où mes questions. Le fonds Barnier, le bien nommé, qui pouvait atteindre 450 millions d'euros, en reste à 300. Pourquoi a-t-on barboté 150 millions? Pourquoi avoir baissé drastiquement le fonds vert? En 2016, l'Assemblée nationale avait adopté la proposition de loi Berthelot-Got sur l'adaptation des littoraux au changement climatique. Certaines dispositions ont été reprises, mais d'autres pourraient l'être. Seriez-vous prêt à relancer les travaux via une mission d'information qui concernerait également les Outre-mer? Vous ouvrez une série de concertations avec différents acteurs. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gott. Vous m'interrogez d'abord sur la COP 29. Je veux dire que la COP 29, évidemment, c'est l'endroit où nous négocierons sur le climat et nous ne baisserons pas la garde pour porter les accords de Paris dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et qui, plus que jamais, dans des pays qui sont des producteurs de pétrole, dans des pays dont l'engagement climatique est à conforter, pour le dire avec diplomatie, nous devons porter cette voix très forte et nous le ferons en français. S'agissant évidemment de nos relations diplomatiques avec l'Azerbaïdjan, je crois que je n'ai pas besoin de souligner le fait que nous soutenons le peuple arménien. Mon collègue Jean-Noël Barrot s'est exprimé avec clarté, le Premier ministre également. Je rappelle d'ailleurs que la France et l'Europe se sont engagés pour faire en sorte que la COP 17 biodiversité se déroule en Arménie. C'était un vote et là il y avait 2 candidats, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Malheureusement, comme vous le savez, sur la COP 29, il n'y avait qu'un candidat, c'était l'Azerbaïdjan. Je poursuis puisque vous m'interrogez sur le plan national d'adaptation au changement climatique. D'abord pour vous dire que l'enveloppe du fonds Barnier progresse de l'ordre de 30%, 225 millions d'euros à 300 millions d'euros. C'est suffisamment rare dans ce budget pour être souligné. Deuxièmement, pour vous dire que le fonds vert consacrera une partie importante de ces fonds à l'adaptation au changement climatique. C'est également un des engagements du plan national d'adaptation au changement climatique. Donc nous avons des moyens. Nous avons aussi l'ingénierie, c'est la mission ADAPT que portera le CEREMA et l'ADEME qui sera présentée lors de l'AG des maires dans les prochains jours. Là aussi, c'est très concret. Ce plan, c'est 51 mesures qui ont vocation à se déployer tout au long des mois qui viennent dans les territoires. C'est concret, ça nous permettra de rehausser notre niveau de gestion des risques dans les mois qui viennent, tout en continuant à nous mobiliser sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Madame la Ministre, vous avez présenté hier ce que vous avez appelé l'acte 2 du choc des savoirs, poursuivant ainsi les orientations unanimement contestées de vos prédécesseurs. Vous avez notamment fait état de votre volonté de donner un coup d'accélérateur pour le collège, pour, je vous cite, relancer l'ascenseur scolaire en maintenant le dispositif très controversé des groupes de niveau en 6e et en 5e et pire, en les étendant de manière différente en 4e et en 3e. Cette déclaration est à l'image de votre méthode globale de travail. On décide de la généralisation d'un dispositif qui est loin d'avoir fait ses preuves et qui, dans les faits, sur le terrain, ne fonctionne pas ou fonctionne de manière très imparfaite. Tant pis si tout le monde s'y oppose, vous êtes persuadés comme toujours, d'avoir raison contre tout le monde et contre toute la communauté éducative. Quand il y a un acte 1 qui ne fonctionne pas et dont on n'a pas pu réaliser la moindre évaluation ni le moindre bilan, on évite de faire un acte 2 avec des mesures à l'emporte-pièce.
Vous avez par ailleurs annoncé vouloir rendre obligatoire le brevet pour l'admission en seconde. Là aussi, une disposition qualifiée de régression historique inacceptable par certaines organisations syndicales, en ce qu'on peut y voir une logique de bannissement des élèves les plus en difficulté, qui sont, vous le savez, majoritairement des élèves issus des familles les plus modestes, parce que trop souvent, les difficultés scolaires sont le miroir des difficultés sociales. Ce sont des milliers de jeunes que vous voulez bannir du système scolaire dès 16 ans. Madame la ministre, plus que de choc des savoirs à répétition, notre école a surtout besoin d'un choc des moyens, tout le contraire de ce que prévoit votre budget d'austérité et la suppression scandaleuse de 4000 postes dans l'éducation nationale. Madame la ministre, quand allez-vous arrêter de saigner notre école et de vouloir bâtir l'école de demain systématiquement contre toutes celles et ceux qui la font vivre au quotidien? Merci. La parole est à Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Courbon. J'entends vos propos, vous conviendrez que je ne peux pas tout à fait m'y reconnaître. Vous avez des propos qui sont vraiment tout à fait déclinistes. Et voyez-vous, je crois que moi je préférais rendre hommage à aujourd'hui tous ces professeurs que j'ai rencontrés, qui sont sur le terrain, qui sont très engagés, qui sont déterminés, qui ont une charge de travail importante, mais qui sont là au service de la réussite de nos élèves. Car voyez-vous, Monsieur Courbon, moi ce que j'observe aujourd'hui depuis plusieurs années, c'est qu'en réalité, notre école ne tient plus sa promesse républicaine. Et nous n'avons pas aujourd'hui une école qui répond à tous nos élèves. Et j'ai une école qui, au contraire, est dans une situation où la réussite est réservée à quelques-uns. Ça n'est plus la promesse républicaine, c'est inacceptable. Et les mesures que j'ai présentées hier, qui s'inscrivent en effet dans la vision que porte le président de la République depuis 2017 et qui s'est poursuivie l'année dernière avec ce que portait mon prédécesseur Gabriel Attal et que j'ai annoncé hier, c'est justement, par exemple, comment pouvez-vous renoncer à avoir de l'accompagnement sur mesure, de l'accompagnement personnalisé, de l'accompagnement individualisé, un brevet qui, au bout du compte, donne envie à nos élèves de réussir, qui leur permet de se projeter et qui permettent à tous de réussir et non pas en laisser quelques-uns sur le bord de la route. Car c'est ça qui est inacceptable et que vous avez laissé derrière vous, notamment en 2017. Et puis un lycée derrière le collège, dans lequel, en effet, une épreuve anticipée de mathématiques permettra à tous nos élèves d'avoir un tronc commun, solide de mathématiques. Oui, moi je suis pour un collège unique, je suis pour une éducation avec un cadre, avec des programmes qui soient clairs, ce que bien des pays déclinistes et complotistes n'ont pas aujourd'hui. Alors, Monsieur Courbon, je ne me reconnais pas dans vos propos, je considère que nos professeurs ont une attitude admirable. Je veux leur dire également que je serai toujours en soutien de nos professeurs, à l'heure où justement, ce que vous avez évoqué, ces déclinistes, ces complotistes de salons et de comptoirs et de médias, justement, les contestent en permanence. Et ça, c'est inacceptable. Je serai toujours en soutien de nos professeurs et j'attends de la société tout entière qu'elle soit en soutien de nos professeurs. Merci Madame la Ministre. S'il vous plaît, mes chers collègues, est-ce qu'on peut écouter les réponses des ministres, puisqu'on pose des questions? On écoute les réponses puisqu'on pose des questions, absolument. La parole est à Madame Josiane. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Le déclin de l'école, Madame la Ministre, c'est votre bilan depuis 7 ans. Et si vous ne vous retrouvez pas dans nos propos, la communauté éducative ne se retrouve pas dans votre budget. Monsieur le Président, Madame la Ministre, il y a 10 jours finissait la COP16 pour la biodiversité dans l'indifférence générale. Entre-temps, la plus grande puissance du monde élisait à sa tête un homme pour qui le réchauffement climatique est un canular et l'environnement un non-sujet. C'est dans ce contexte que la COP29 pour le climat a débuté, pendant laquelle les puissances du monde doivent s'accorder sur le sujet de la finance climatique, là où elles ont échoué pour la biodiversité. La COP se déroule sous la présidence d'un État pétrolier, une dictature où règne la répression et la corruption et où parler d'environnement vous vaut la prison. De quoi discréditer la nécessaire coopération internationale. Les catastrophes climatiques, les terribles inondations à Valence, au Sahel, en France, dans le Nord-Pas-de-Calais que vous connaissez bien, nous rappellent pourtant assez bien l'urgence d'agir. Or, en Europe, nombreux sont ceux qui veulent la mort du pacte vert. En France, la biodiversité est en constant déclin. Nous attendons un engagement fort. 1 an après la présentation de la planification écologique, votre budget semble acté d'un renoncement. Et pourtant, le 5 septembre dernier, Monsieur le Premier ministre se prévalait du concept de dette écologique lors de sa prise de fonction. Dans ce contexte inquiétant, quels sont donc les moyens que vous comptez réellement mettre en œuvre pour relever le défi écologique,
acculés que nous sommes devant l'effondrement de la biodiversité et l'urgence climatique. Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Weber. Merci d'abord de planter le décor, effectivement, de la difficile négociation climatique qui s'entame aujourd'hui et de la négociation biodiversité qui s'est terminée avec des résultats que nous considérons en demi-teinte. Nous le savons, le dérèglement climatique est devant nous. Il est devant nous en France. Nous en vivons les épisodes chaque semaine au travers d'aléas climatiques majeurs, inondations, canicules, sécheresses, méga-feux. Nous le vivons aussi de manière plus insidieuse avec la perte de rendement en matière agricole, par exemple. Mais nous le vivons aussi à l'international avec des évolutions géopolitiques qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens. Face à ça, nous agissons. Nous agissons d'abord au niveau national. Je veux rappeler ici que la France est un des premiers pays à s'être doté d'une stratégie nationale biodiversité qui soit en ligne avec les accords de Montréal qui ont été obtenus à la COP15 biodiversité. Des accords qui prévoient notamment la protection de 30% de notre territoire marin et 30% de notre territoire terrestre en aire protégée. C'est déjà le cas en France. Vous le savez, nous travaillons pour aller encore plus loin et pouvoir mettre en place 10% de notre territoire sous forte protection. C'est un des enjeux sur lesquels nous reviendrons au moment de l'anniversaire de cette stratégie nationale biodiversité. Par ailleurs, nous agissons sur le champ des moyens financiers. Vous avez effectivement, avec justesse, rappelé que dans le contexte budgétaire dans lequel nous sommes, nous faisons tous des efforts. Je ne connais pas un portefeuille ministériel qui ne soit pas appelé, je regarde mes camarades sur les bancs, à faire des efforts budgétaires dans leur domaine. Néanmoins, ce n'est pas pour cette raison que nous restons les bras ballants. Je le redis, nous sommes en train de publier, par exemple, le cadre juridique qui nous permet de faire appel à des financements privés sur la biodiversité par rapport. Donc vous le voyez, nous agissons et nous serons au rendez-vous de la biodiversité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Weber. Madame la Ministre, une stratégie c'est bien, des moyens c'est mieux. Je rappelle que vous proposez de réduire le fonds vert de 1,5 milliard, que les crédits de la stratégie nationale pour la biodiversité sont divisés par 2, que le fonds chaleur est revu à la baisse, que 70% des crédits pour la transition écologique dans le volet agricole sont supprimés. Je ne parle pas du plan Haie que nous aurons l'occasion d'évoquer, des postes qui sont supprimés ou qui sont menacés à l'OFB, à l'ONF, à l'ADEME, dans les agences de l'eau et des crédits affectés à la transition énergétique qui connaissent une baisse drastique. Mettez les moyens et soyez cohérents dans vos propos et dans vos actions. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, chers collègues, le week-end passé, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a une nouvelle fois fustigé les enseignants. Ils seraient trop nombreux et leur temps de travail se réduirait, je cite, à 24 heures hebdomadaires, 6 mois par an. Dans un monde où les vérités alternatives progressent, j'y reviendrai, cette affirmation relèverait de l'ironie si la situation de l'école de la République n'était pas aussi catastrophique. Mais souvenons-nous, en 2007, sous sa présidence, les RGPP, certains y étaient, supprimaient 80 000 postes en 5 ans dans la seule éducation nationale. La formation des maîtres était également frappée par la fermeture des IUFM. Moins de postes, affaiblissement de la formation, notre école en paye aujourd'hui encore le prix. Pourtant, nos enseignants poursuivent leur engagement sans faille au service de notre jeunesse. Et contrairement aux chiffres factuellement faux qui ont été diffusés, ils travaillent en moyenne 43 heures par semaine, parfois 50 heures pour les plus jeunes, dans des classes surchargées. Enfin, ils sont frappés de paupérisation. Ils touchaient dans les années 80 3 fois le SMIC en début de carrière, ils sont à 1,2 aujourd'hui. Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous avez trop tardé à réagir à ces propos. Désormais, qu'envisagez-vous afin de protéger les enseignants de ce type de diatribe mensongère qui dégrade leurs conditions de travail, détériore leurs liens avec la société et abîme aussi l'école de la République? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Ziane, quand je pense à nos enseignants, je pense, comme vous tous, à tous ces visages qui ont d'abord jalonné nos parcours. Je pense à ces instituts qui
à 7h15 dans les classes partout en France, dans les petits villages comme dans les grandes villes, prépare les dernières photocopies, met en place les dernières activités et accueille de manière inconditionnelle tous les enfants de ce pays, d'où qu'ils viennent. L'école, on ne le dit pas assez, mais c'est le premier service public de ce pays. C'est le premier lieu, par définition, où nos enfants vont apprendre ce qu'est le collectif, ce qu'est la nation, ce qu'est la France. Et donc, évidemment, ils ont le soutien inconditionnel ici de tout le gouvernement qui est uni derrière Michel Barnier. Et donc, très clairement, je ne partage pas ces propos. Voilà, je le dis, je ne partage pas ces propos. Et le meilleur reflet de tout ça, c'est le soutien qu'on leur a apporté dans ce budget cette année. On est dans un moment où les contraintes budgétaires sont importantes. On a les plus grosses contraintes budgétaires que vous connaissez. Et on a fait le choix, à ce moment-là, d'apporter le budget le plus important de l'histoire de l'école, 63 milliards d'euros. Évidemment, je le sais, tout est perfectible, rien n'est jamais assez et on peut toujours faire mieux. Mais en attendant, ce budget et ces moyens supplémentaires nous permettent d'en faire plus sur bien des aspects, notamment pour faire baisser le nombre d'élèves par classe et mieux accueillir chacun de nos enfants. Ça nous permet de poursuivre la modernisation aussi du lycée professionnel parce que, contrairement à certains message qu'on peut lire à droite à gauche, on a ouvert des classes en lycée professionnel dans cette rentrée, on a recruté des enseignants également, et puis ça nous permet aussi, et ça je crois que c'est un message que tous ici on peut partager, de mieux accueillir les enfants qui ont le plus de difficultés, et notamment les enfants en situation de handicap. Ce sont 2500 emplois dont va bénéficier l'ensemble de la communauté éducative qui va se voir soutenue à la fois à travers des AESH, mais aussi à travers tout un tas d'enseignants qui vont nous permettre de mieux accueillir nos enfants. Dans quelques jours, il y aura un budget. Et si vous avez des propositions différentes, vous pourrez, au moment du budget, dire quelle est votre vision de l'école. Vous pourrez vous exprimer et nous dire ce que vous proposez pour faire mieux, pour faire plus. Et j'ai hâte qu'on puisse en débattre ensemble. Je vous remercie. Monsieur le ministre, monsieur Ziane, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le ministre. Nous avons énormément de propositions à vous faire. Et merci pour votre réponse et de ne pas donner suite à ces propos. J'aurais aimé entendre la ministre de l'Éducation nationale qui est à Paris actuellement à ma connaissance, à deux titres. D'abord sur la forme, parce que la priorité des priorités, c'est d'abord d'avoir un professeur devant chaque élève. Or, aujourd'hui, 15 millions d'heures de cours ne sont pas dispensées dans notre pays. Et l'annonce de l'acte 2 du choc des savoirs a été faite alors que l'acte 1 n'a même pas été évalué et que 4000 postes seront supprimés. Enfin, sur le fond, durant la crise Covid, les agents de la fonction publique étaient loués pour leur abnégation. Ils seront encore en première ligne demain pour redresser notre pays face à la crise économique et budgétaire qui va frapper. Et ils méritent mieux que les clichés éculés, à l'heure même où, je ne sais pas s'il est là, le ministre de la fonction publique, dans une forme de trumpisme à la française, n'a rien trouvé de plus judicieux ce matin que de s'acoquiner avec Elon Musk dans un challenge méprisant et provocateur sur Twitter à leur endroit. Nous leur devons de la considération et reconnaître leur rôle et leur travail dans la parole comme dans l'action politique. Je vous remercie. Je peux y aller. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Partenariat avec les collectivités territoriales et de la décentralisation. En mai 2024, à la demande du Président de la République, le rapport Woerth rendait ses conclusions et confortait le département qui devait, selon lui, être reconnu comme la strate des solidarités et de la résilience des territoires. Malgré cette prise de conscience du rôle central joué par les départements, ceux-ci subissent une asphyxie budgétaire insoutenable. Selon un rapport de la Cour des comptes d'octobre 2023, les départements sont en effet l'échelon de collectivité territoriale le plus soumis aux fluctuations économiques, avec des ressources financières les plus instables. Ainsi, avec la crise du marché immobilier, les départements ont vu baisser leurs principales ressources, les droits de mutation à titre onéreux, de 20% l'an dernier. Confrontés à une situation financière qui est profondément dégradée, les départements font donc face à un réel risque systémique majeur. Leur financement apparaît complètement déconnecté des compétences qu'ils exercent et qui ne tient pas compte non plus de leur démographie. Les départements font face à une forte augmentation des dépenses liées à la dépense sociale. Selon l'audace en 2023, la dépense nette d'action sociale départementale a augmenté de 5,2%. Ils doivent également faire face au financement des décisions prises par l'État, le Ségur, l'évolution du point d'indice, la CNRACL, etc., sans compensation financière adéquate. Aussi, face à cette augmentation des dépenses qu'ils ne peuvent contrôler et dépourvus d'un levier fiscal pour accroître leurs recettes, le rôle des départements en tant qu'acteurs clés de la justice sociale et de la résilience territoriale est gravement compromis. Et alors que la situation est déjà critique, avec un croisement des courbes dépenses-recettes, le PLF 2025 vient rajouter un coup de rabot intolérable, et ce,
sans aucun dialogue ni concertation préalable. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous répondre aux cris d'alarme de l'ADF et comment éviter que certains départements soient mis sous tutelle ou en cessation de paiement? Merci, ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Poumirol. Madame la sénatrice, merci pour votre question. Vous connaissez les conditions dans lesquelles ce projet de loi de finances pour l'année 2025 a été établi et vous savez que le premier point, c'était celui, bien évidemment, de la difficulté des finances publiques de notre pays. Chacun connaît le montant de la dette publique de 3 228 milliards d'euros et les intérêts de la dette à 55 milliards d'euros. À partir de là, le gouvernement a travaillé sur une réduction des dépenses d'abord de l'État pour un montant de 20 milliards d'euros, des dépenses sociales pour 15 milliards d'euros et effectivement sollicité un effort des collectivités. Pour autant, et je partage votre constat, la situation des départements est une situation toute particulière. Toute particulière parce que vous l'avez évoqué au moins pour deux raisons. La première, c'est celle des aides individualisées de solidarité qui incontestablement sont des aides pour lesquelles le département verse des prestations sur lesquelles il n'a pas de capacité à déterminer le montant. Ce qui veut dire que, bien évidemment, l'incidence sur les comptes des départements sont tout à fait particulières. Le deuxième point que vous avez bien voulu évoquer, sur lequel je souhaite revenir, c'est effectivement les fameux DMTO. Parce que ce que l'on voit, c'est que, bien évidemment, ces droits de mutation à titre onéreux, quand on les ramène aux revenus que cela génère par habitant, par département, c'est très inégal. On ne peut pas comparer ce que cela génère dans un département du littoral versus ce que cela peut générer sur un département qui n'est ni côtier ni montagnard et un département, j'ose le dire, qui est un département peut-être dans une situation plus précaire. À partir de là, nous avons clairement un sujet de ressources. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, sous la direction du Premier ministre et avec mon collègue en charge des comptes publics, travaille pour apporter des réponses très concrètes, à la fois sur cette notion des droits de mutation, mais également sur la ponction qui est évoquée. Et le Premier ministre aura l'occasion, dès cette fin de semaine, lors du Congrès des départements de France, de revenir sur le sujet pour dire l'engagement du gouvernement auprès des départements.